Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Pardon de ce retard dû à un incident technique dans le studio où nous sommes. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info pendant une heure, c'est avec nous. On retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Coup d'envoi pour la haute saison estivale, alors que le ministre des Affaires étrangères, également en charge du tourisme, Jean-Yves Le Drian, a annoncé hier que le tourisme repartait à la hausse et que la France pourrait attirer jusqu'à 89 millions de touristes étrangers supplémentaires cette année. Eh bien, même si depuis quelques jours le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, les premiers juilletistes sont là. Et on va voir ça en se rendant en Vendée, où les hôtels et les campings du département ont connu ce week-end leur première vague d'arrivée. Exemple au Sable d'Olonne, Pierre Dalicieux pour TV Vendée a suivi le personnel d'un camping aux journées, vous allez le voir, bien changé, bien rempli. Voilà, ça va chaud. C'est parti pour 2 mois intenses. Didier est le responsable technique de ce camping 5 étoiles. Et à peine les premiers estivants arrivés qu'il faut parcourir le camping au gré des besoins et des envies des clients. Didier n'aura pas vraiment le temps de s'ennuyer durant les prochaines semaines. On commence la journée, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais on a tout le temps quelque chose à faire. Tout le temps. Le petit problème de gaz, le problème, là j'étais dans un mobil-home, le frigo était éteint parce qu'ils avaient appuyé sur un bouton sans le faire exprès. Tous les petits trucs techniques comme ça qui... c'est en permanence. Camping Dune des Sables, Claude, bonjour. Claude est le gérant du camping. Début de saison rime avec retour des clients, bien sûr, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Ce soir, je ne vais pas entendre de bruit. Il y a l'agent de sécurité, je lui ai laissé un message comme quoi il passe pour voir si vous faites encore du bruit. Les chaises, vous les avez prises où? Donc ça, c'est à des gens, il faudra les remettre. Surtout c'est pour la petite, pour la faire manger, parce que autrement, partir avec le sable et tout, c'est dur. Ouais, mais vous en prenez une, mais après, vous laissez les autres sur les mobilos. D'accord, merci. Ok. Ouais, bonne journée. Ces jeunes ont apparemment fait du bruit une grosse partie de la nuit. Claude doit de temps en temps faire des petits rappels à l'ordre pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Heureusement que c'est pas trop souvent, mais bon, ça arrive. Non, bon, ils viennent en vacances, ils viennent aussi pour s'amuser, mais ils font pas attention forcément aux gens qui sont autour. Donc c'est à nous de leur rappeler un peu les règles. À l'accueil, les clients d'avant-saison qui partent croisent ceux qui arrivent. Une habitude pour toute l'équipe du camping, une quinzaine de saisonniers en tout. Et pour le gérant, cette période a toujours une saveur particulière. On voit que le camping commence à bouger. Donc forcément, les gens arrivent plus à l'accueil et puis le camping vit, quoi. Ça vous fait quoi? Du bien. Ça fait du bien de voir des gens et de voir que le camping vit et tourne avec les animations et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Ce camping au bord de l'eau va donc durant les 2 prochains mois et même un peu plus faire vivre aux estivants ces moments de vacances tant attendus. Ces saisonniers, eux, pourront se reposer plus tard, lorsque l'été sera passé. Et qui dit tourisme, dit aussi sécurité. Direction le Gard maintenant avec le déploiement d'une force sentinelle pour l'été. Le préfet du Gard, Didier Loga, a demandé le déploiement de cette force sentinelle sur tout le département, active jusqu'à la fin de l'été. Un renfort de force de l'ordre perçu comme nécessaire face à la menace terroriste, alors que le département connaît un fort afflux touristique pendant les vacances estivales. Romy Marlinge pour TV Sud. Le préfet du Gard a demandé le déploiement d'une force sentinelle active jusqu'à fin août. En cause, une forte activité touristique dans un département où le risque d'attentat est parmi les plus élevés du pays. C'est vrai qu'on est dans les départements les plus radicalisés en France. On ne sait pas expliquer précisément pourquoi. On peut faire des hypothèses. On peut voir que notre département est le 3e en France pour le chômage. C'est le 5e pour la pauvreté. On a une grande partie des Gardois, 1 sur 10, qui habitent dans des zones dites de politique de la ville. Donc c'est autant de facteurs, semble-t-il, favorisants pour qu'il y ait des gens qui se sentent à l'écart de la société et qui sont la proie, effectivement, de ceux qui veulent les convaincre de se lancer dans des entreprises terroristes. La mission des militaires de l'opération Sentinelle est de patrouiller dans les zones à risque. Ils sont entraînés à dissuader d'éventuels agresseurs, puis intervenir en cas d'attaque. Une force qui s'ajoute à celle déjà en place. C'est un déploiement de militaires qui s'inscrit en complémentarité avec les autres forces de sécurité, qu'il s'agisse des gendarmes, qu'il s'agisse de la police, avec une mission très particulière qui est
qui s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas du tout pour ces militaires de lutter contre la délinquance, par exemple. Ça, c'est le métier des policiers. Les zones de transit de passagers sont des cibles privilégiées des terroristes. La force Sentinelle est aussi là pour rassurer la population. Plus il y a de monde à bord des trains et en gare pour surveiller, apporter de la sûreté, c'est toujours meilleur pour nos voyageurs et pour nos agents tout autant, qui apprécient d'avoir l'armée dans les gares, en appui sur les quais comme dans les halls. En février 2017, on dénombrait encore 7000 militaires déployés sur tout le territoire français. En pleine période de vacances, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. L'établissement a besoin de garder des réserves suffisantes. Si 100 000 poches de sang doivent être disponibles, la France n'en compte que 80 000 en réserve. À savoir, toutes les personnes en bonne santé âgées de 18 à 70 ans inclus peuvent donner et peu de médicaments empêchent de donner son sang. On fait le point à Lille avec Marine Kijek pour WEO TV. L'EFS, l'établissement français du sang, lance un appel aux dons. Si en moyenne, les Français donnent 1,8 fois par an, la période estivale est marquée par une baisse des réserves de sang. Alors, l'établissement français du sang a lancé un appel à l'ensemble de la population pour venir donner son sang cet été. Parce qu'en fait, nos stocks sont actuellement fragiles avant l'été et que beaucoup de gens vont partir en vacances. Et que, par contre, beaucoup de malades, eux, restent dans nos hôpitaux et ont toujours besoin de ces produits qui sont très très importants. Un homme peut donner 6 fois par an, une femme 4 fois par an. Et on espère que les gens pourront donner au maximum, bien sûr, puisque le sang est un produit irremplaçable qui est très très important pour de nombreux malades. C'est un petit geste qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui a une importance vraiment cruciale pour beaucoup de malades. Donc n'hésitez pas à venir faire un don de sang. Un geste gratuit et nécessaire. En effet, 1 million de personnes par an bénéficient de produits sanguins. Je viens parce que c'est important, quoi. Donc parfois j'oublie, donc je reçois un texto de l'EFS de Lille et j'essaie de venir au plus vite, quoi. Parfois il y a un mois qui se passe, mais je fais par rapport à mon emploi du temps. Moi-même j'ai manqué de sang quand j'ai eu un accouchement assez difficile et j'en ai pas eu et je me dis que c'est important de donner son sang, quoi. Pour connaître le lieu de prélèvement le plus proche de chez vous, connectez-vous sur le site de l'EFS, rubrique ou données. Voilà, fin de ce journal dans un instant. Le club des éditorialistes, mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. On démarre la revue de C1 par la taxe d'habitation, réforme pour 2018. C'est le titre de Ouest France et c'est un édito de Michel Urvoas qui voit un désaccord sur les réformes à mener entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron se trompe, que l'un annonce une refonte fiscale pour 2022 et que l'autre précise qu'elle débutera en 2018 n'est pas le signe d'une grande divergence. En revanche, les formulations ont leur importance, écrit Michel Urvoas, car du calendrier dépend en partie la confiance, de la confiance dépend en partie la croissance, de la croissance dépend en partie le respect des promesses. Emmanuel Macron doit tout faire en même temps. C'est dans Ouest France aujourd'hui. C'est l'exclu du jour, le Parisien. L'État va se serrer la ceinture. Comment limiter le déficit et financer les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron? Le ministre du Budget et des Comptes publics, Gérald Darmanin, révèle son plan pour économiser 4,5 milliards d'euros. On en parle dans quelques instants avec Denis Jeanbart, Gaëtan Bossard du Parisien justement et Olivier Allemand de Campagne TV. La Nouvelle République impose les cadeaux virtuels du gouvernement et puis la Nouvelle République du Centre-Ouest sous la plume de Denis Daumain écrit le coût de l'héritage franchement et l'urgence budgétaire justifiant la refonte de l'ISF. Quelle illusion! Voici la rente dans la mire du gouvernement et son corollaire, la figure balsacienne du propriétaire. C'est dans la Nouvelle République. Pour la Dépêche, taxe d'habitation qui va payer. Le président a tranché la réforme de cette taxe d'habitation qui prévoit une exonération totale pour 80% des ménages. Prendra effet, vous le savez, donc dès 2018. Dans le Progrès, ces gros dégâts d'orage, de violents orages ont traversé le département hier en fin d'après-midi. Pas de victimes, mais d'importants dégâts. Donc à Lyon, à la une du Progrès. La République des Pyrénées, Oloron, la maternité obligée de fermer en décembre 2019, faute d'avoir pu recruter des spécialistes. Elle fermera. Pour le
Télégramme suicide, le fléau des campagnes. En France, selon une étude, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. On en parlera dans un instant avec Olivier Allemand, une estimation probablement en hausse selon les experts du monde agricole. Luttant contre les tabous et un certain déni, Marie Le Guelvoet, vous la voyez en photo, a perdu l'un de ses frères en décembre dernier. Elle raconte cette histoire très triste dans le Télégramme aujourd'hui. Pour la Provence, les policiers désarmés sur les plages, parfois seuls, 3 agents armés sécurisent 30 km de littoral, alors que la crainte d'une nouvelle attaque terroriste est toujours présente. C'est une enquête de la Provence. Aujourd'hui, sommes-nous assez protégés? Pour la Voie du Nord, la région peut miser sur le tourisme. Selon l'INSEE, les Hauts-de-France occupent une bonne place dans le classement de la consommation touristique. C'est en page 3 dans la Voie du Nord. Enfin, pour Var Matin, devenir leader, c'est les ambitions touristiques de Toulon. Fort de ses atouts et de ses 12 communes, le nouvel office de tourisme intercommunal ambitionne d'être un jour le numéro 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, j'accueille Denis Jambard ce matin. Denis, ce matin, est bonjour Cyril, bonjour Denis. À tous. J'accueille Olivier Allemand de Campagne TV. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril, et Gaëtan Bossard du Parisien, édition des Hauts-de-Seine. Bonjour Gaëtan, merci d'être avec nous. Le plan du gouvernement, on vient d'en parler, pour économiser 4,5 milliards d'euros. L'intégralité des mesures repose sur les efforts de l'État, sans suppression de postes ni coup de rabot sur les minima sociaux, de même aucune hausse d'impôts. C'est à Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, à la une du Parisien, que revient ce matin la tâche de dévoiler l'intégralité de ces mesures. Par ailleurs, il y aura bien une baisse de la taxe d'habitation dès 2018 pour 80% des ménages. Tout cela sur fond de déficit budgétaire. Alors ce ministre LR, ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, se retrouve dans une situation politiquement totalement inédite. Denis Jambard a-t-il encore sa place chez les Républicains? Un bureau politique ce matin a lieu pour décider si son sort, ainsi que celui du Premier ministre, est compatible avec sa présence au gouvernement, en tout cas pour le bureau politique de LR. Voilà. Il est macro-compatible ou pas? Effroyable suspense. Restera-t-il au Parti républicain ou pas? Écoutez, on verra bien la décision. Hasard de calendrier, mais ça paraît totalement surréaliste oui, que les choses soient liées dans l'actualité. Oui, mais ça prouve surtout la difficulté dans laquelle se trouvent les Républicains. Ils sont pris en tenaille à la fois par ces ministres qui ont rallié Macron, les constructifs qui soutiennent plus ou moins le gouvernement, en tout cas qui entendent le soutenir au coup par coup, et puis la partie, disons, la plus droitière du parti. Comment faire fonctionner tout ça? Eh bien, en plus, au moment où on présente une politique économique et une politique clairement de droite, c'est pas une politique de gauche qui est mise en œuvre aujourd'hui, en tout cas du point de vue budgétaire. Voilà l'équation dans laquelle se trouve ce parti qui n'a plus de chef, plus de programme et plus d'idées. Donc tout est à reconstruire. Encore quelques députés, beaucoup plus que le Parti socialiste, mais pour les Républicains, franchement, le plus dur est devant et l'avenir à reconstruire. Donc on verra si cette droite est capable de rebondir, mais ça prendra pas mal de temps. Pendant ce temps-là, M. Darmanin, lui, fait un tour de force incroyable. Alors, on trouve 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros, c'est quand même une grosse somme. Comme ça, du jour au lendemain, on rabote. Et on se dit que, franchement, notre État est drôlement géré, bizarrement géré. Comment peut-on trouver du jour au lendemain 4,5 milliards d'économies? Alors j'enlève 800 millions d'euros ici, 200 millions. Est-ce qu'on ne peut pas le faire un peu plus sérieusement? Dans les ministères d'ailleurs, on dit, dont la défense. On rabote, comme on dit. C'est du rabotage, ministère par ministère, des efforts d'ailleurs dont on ne sait pas exactement le détail. Mais si c'est si facile à faire, pourquoi ne le fait-on pas au moment où on élabore le budget? Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors vous me direz, c'est pas un budget Darmanin, c'était un budget du gouvernement précédent. Néanmoins, on est quand même surpris par la facilité avec laquelle on trouve aujourd'hui 4,5 milliards d'économies. Alors justement, il est dans le Parisien. L'État va se serrer la ceinture, Gérald Darmanin. Alors c'est un ministre très politique, qui n'avait pas d'expérience ministérielle, qui a été directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Donc il est sur le hot seat, comme on dit, Gérald Darmanin. Vous l'avez senti comme tel quand le Parisien l'a rencontré? C'est sûr, c'est sûr. Mais là, voilà, c'est exactement ça. Là, il a la mission de trouver ces économies, qui sont quand même conséquentes. Et blop, les économies sortent. On ne touche pas au personnel, on ne touche pas aux gens. On ne demande pas aux Français de mettre la main à la poche. On se concentre uniquement sur le train de vie, on va dire, des ministères, c'est un peu ça. Donc on se dit, mais
ça va, ça vit bien, parce que il y a quand même des millions à droite, des millions à gauche. Et je crois que c'est la défense, on demande juste de respecter le budget, de ne plus le dépasser. Et ça fait 850 millions. Et ça fait 850 millions d'économies de respecter le budget. Ça veut dire que d'habitude, on doit déborder à 850 et tout le monde trouve ça normal. Bon, enfin, voilà, ça donne une impression de, exactement, comme disait Denis Jeanbart, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Olivier Allemand, pourquoi l'a-t-on pas fait avant, justement? Non, mais la faute à François Hollande ou pas? La faute à François Hollande. Alors, on nous a dit hier qu'on allait quand même respecter justement les promesses fiscales du gouvernement Hollande, et tout en respectant toutes ces promesses fiscales et en faisant là aussi et en mettant en œuvre toute la politique fiscale de Macron, on doit malgré tout y arriver. Alors on est sur des baisses de dotation de l'État, sauf qu'on sait effectivement que les 3/4 du temps dans les ministères ça dépasse, et que dans les collectivités territoriales ça dépasse aussi. Qui ne sont pas concernés. C'est simplement un effort de l'État. Ouais, et c'est simplement un effort de l'État. Ce qui est c'est passé de quelque chose qui n'a jamais été mis en place à quelque chose d'extrêmement vertueux. D'un coup de baguette magique, ça semble quand même un peu difficile à entendre. Est-ce que l'opinion publique peut comprendre ça, Denis Jeanbart? Il faut beaucoup de pédagogie. Qui va la faire? Édouard Philippe? Emmanuel Macron? Gérald Darmanin? Bruno Le Maire? Normalement, c'est Darmanin, puisqu'il le fait dans le... Ça suffira comme niveau, en fait, ma question. Non, mais je ne suis pas sûr. Mais d'autant que, quand même, on a l'esprit un peu brouillé. On a un Premier ministre, la semaine dernière, qui nous annonçait, au fond, le report des mesures de réduction fiscale, la taxe d'habitation, etc., et l'ISF. Et puis, cette semaine, on apprend, enfin hier d'ailleurs, que le président, pendant le week-end, lui, avait décidé non, qu'il fallait le faire tout de suite. Je crois pas, on parle beaucoup de couac, c'est un couac général, mais c'est pas un couac du Premier ministre, parce que le Premier ministre, on nous l'a suffisamment expliqué, ou alors on n'arrête pas de nous raconter des béobards, mais je crois que c'est la réalité. Le Premier ministre a relu le texte du président devant le Congrès, et le président a naturellement relu la déclaration de politique générale. Ça veut dire simplement que c'est un gouvernement qui est très réactif à l'opinion, qui vit avec des sondages, et qui s'est rendu compte que le report des mesures fiscales, enfin des diminutions des impôts, passait mal dans l'opinion. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour créer le choc de confiance et pour pas être taxé, là aussi, d'hollandisme quelque part. Effectivement, c'est le président qui a fait volte-face dans le week-end, ça c'est évident. Parce que le Premier ministre n'aurait pas annoncer ça sans avoir la validation de l'Élysée. Voilà, pour terminer, je signale dans les pages hautes scènes du Parisien un sujet intéressant sur la queue qu'il y a, les gens qui sont devant la préfecture de Nanterre qui demandent la régularisation de leur situation en France. Beaucoup d'étrangers, c'est un sujet dans vos pages hautes scènes, Gaëtane Bossard, aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qui revient dans l'actualité tous les ans au moment de l'été, parce que voilà, les gens veulent partir en vacances et pas avoir de soucis avec leurs papiers en rentrant. Et qui est encore plus compliqué cette année parce que y a les migrants qui sont évacués régulièrement de la porte de la Chapelle et qui arrivent dans les départements en Ile-de-France. Donc les préfectures ont à gérer ce nouveau flux en plus. Et ça fait que ça donne des situations ubuesques. Là, à Nanterre, par exemple, il y a des gens qui arrivent l'avant-veille pour avoir la chance d'être reçus. Est-ce que ça affecte les autres services de cette préfecture qui est très importante? On y va pour tout, pour aller chercher un permis de conduire, pour aller prendre toutes sortes d'autorisations. Comment font les gens pratiquement? Pour les permis de conduire, ça va. Ça n'affecte pas. Ça reste vraiment un problème propre au service des étrangers. Voilà, on met un peu plus de monde, on essaye d'assurer, mais enfin, quand on voit la queue, c'est phénoménal. En passant devant, vraiment, voilà, il y a du boulot. Merci beaucoup, Gaëtane Bossard, Olivier Allemand de Campagne TV, notre partenaire, et Denis Jeanbart de Nice Matin et de Sud Radio. On passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. On fait pas l'autopsie avant d'avoir le cadavre, quoi. Donc on va attendre le cadavre, ça veut dire le texte des ordonnances, et on verra à ce moment-là, en fonction du contenu, comment on se positionnera. Il n'y a pas que FO, on voit aussi malheureusement du côté de la CGT quelques hésitations et quelques tergiversations, et nous on pense que c'est dès maintenant qu'il faut préparer la bataille sociale. Au mois d'août, le gouvernement va écrire 147 pages, c'est les fameuses ordonnances, et derrière... Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous avec les syndicats. C'est-à-dire qu'on va nous mettre sous le nez, c'est le cas de le dire, un texte sur lequel on n'aura plus notre mot à dire. J'ai lu une interview du ministre du Budget dans un journal dimanche matin. Je lis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dimanche soir de nouveaux arbitrages du président de la République. C'est le zigzag fiscal
permanent. Est-ce que vous nous dites ce matin que sur la taxe d'habitation, les bonnes nouvelles, ce sera pour l'an prochain? Je vous dis que les bonnes nouvelles, ce sera au plus vite, évidemment. Nous sommes en permanence face à un gouvernement qui avance masqué, caché, qui ne déclare jamais complètement ses intentions, que nous découvrons au fur et à mesure. Moi, j'ai surtout l'information pour la taxe d'habitation. Vous nous confirmez que la taxe d'habitation verra sa réforme engagée dès le début de l'année prochaine. Retour en arrière, le président tranche. La suppression de la taxe d'habitation sera bien engagée dès 2018. Il y a un peu d'effet panique là-dedans du gouvernement. Il y a une contradiction flagrante entre la semaine dernière et ce qui nous est dit cette semaine. On va attendre les textes. La suppression de la taxe d'habitation va avant tout pénaliser les communes les moins riches. C'est ça qui va se poser au niveau aujourd'hui de leur budget. Édouard Fiscal nous avait annoncé la mort des communes. Nous sommes en train de la vivre. La suppression de la taxe d'habitation amènera à la mort des communes. Jusque-là, nous sommes dans cette logique et cet objectif de baisse des impôts. Il y aura ensuite un certain nombre de mesures. Je nous invite à ne pas nous emballer. Je ne vois pas, moi, comment aujourd'hui, dans l'état des comptes de la nation, ils pourraient trouver les réserves permettant de faire ce qu'ils veulent faire. Il y a une autre réforme, celle sur l'ISF. Oui. Pardon de dire que là, je ne suis pas du tout d'accord. L'ISF ne concernera désormais plus que les biens immobiliers pour ne plus taxer le patrimoine financier à destination des entreprises. C'est l'exonération des plus gros patrimoines français, qui sont des patrimoines financiers. Je ne suis pas d'accord avec cette réforme. Baisser une partie de l'ISF, donc un cadeau pour les plus riches, mais augmenter la CSG pour nos anciens, notamment les gens qui ont une pension au-dessus de 1 200 € par mois, qui franchement, c'est pas Byzance, pardon de l'expression, avoir eux, ils vont payer plus, mais c'est honteux. À partir du moment où déjà on a confirmé qu'effectivement la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur. Nous, on est pour l'arrêt du nucléaire, même d'aller beaucoup plus vite que ce qui dit lui aujourd'hui, d'arrêter l'EPR. Donc laissez-moi planifier les choses. Oh, ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs. Il faut qu'on regarde. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et vous êtes député du Loir-et-Cher. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger. À mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous ce matin. Marc Fesneau, la taxe d'habitation et la réforme de l'ISF, c'est pour 2018 et pas pour 2019. Avez-vous compris ce changement de pied du gouvernement? D'autant plus que le Premier ministre, dans son discours de politique générale, avait repoussé le calendrier initial. Il avait dit dans son discours de politique générale qu'il y avait une vraie question budgétaire et qu'il voulait regarder s'il y avait capacité d'un point de vue budgétaire à tenir les engagements de la France, en particulier tenir le déficit en dessous des 3%. Le ministre du Budget a présenté ce matin un certain nombre de mesures d'économie qui permettent de réenvisager dès 2018 une part de la taxe d'habitation. C'est pas un couac. Non, c'est pas un couac. Je pense qu'on s'adapte aussi aux réalités et aux contingences du moment. Il y a une mauvaise surprise budgétaire, disons-le, qui est arrivée. Est-ce qu'il ne pouvait pas se plier aux réalités avant le discours de politique générale? Parce que finalement, Emmanuel Macron a montré qu'il était le patron. Il voulait montrer qu'il n'y avait pas justement on ne repoussait pas les choses importantes dont on avait parlé en amont. Nous, on avait discuté avec le Premier ministre. Il nous avait dit qu'il essaierait de regarder sur la taxe d'habitation s'il pourrait dès 2018. Les éléments qu'il avait n'étaient pas encore tout à fait arbitrés. On sait sur 2018 désormais qu'il y aura une part de la taxe d'habitation de l'exonération. On va voir les détails parce que c'est pas encore connu. Et à partir de là, ça permettra de donner aussi le signe aux Français qu'il y a des mesures de justice. Et sur la taxe d'habitation, c'est une mesure de justice. C'est une mesure d'ailleurs assez emblématique de ce qu'avait proposé Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Et donc c'est bien qu'on puisse avancer dès 2018 sur le sujet, avec la contingence budgétaire qui fait qu'on fera peut-être pas tout en 2018. Alors pour 2017, vous le mentionniez tout à l'heure, le ministre des Comptes publics donne la liste et le catalogue des économies pour 2017. On voit qu'il n'y a pas de ministère qui échappe, c'est-à-dire par exemple la défense, l'intérieur, la justice et même l'éducation nationale. Il y a un vrai coup de rabot. On avait cru comprendre que ces ministères étaient sacralisés, protégés. Bon, quand il y a de la défense, on pense évidemment au contexte, terrorisme, etc. Vous comprenez ça? Alors, ce que dit le ministre du Budget, il dit des choses assez précises. Il dit, en tout cas, pour le ministère de la Défense, par exemple, il faut que ça tienne dans l'enveloppe qui avait été prévue au début de l'année 2017. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires qui seront donnés au ministère de la Défense, y compris pour engager les forces en opération extérieure. En même temps, sur les autres ministères, en particulier ceux qui portent
intérêt à nos yeux, qui sont la police, le ministère de l'Intérieur, etc., on est à effectif constant. Donc c'est des économies à l'intérieur de l'administration. Donc on va toucher quand même au fonctionnement. Au fonctionnement des ministères. Je ne crois pas que ce soit sur le renseignement qu'il faille toucher, puisqu'on est sur des éléments humains qui restent stables pour l'année 2017. Mais l'idée, c'est de faire un certain nombre d'économies. Le ministre du Budget est le mieux placé pour regarder le détail de ces économies. Je pense qu'elles nous seront présentées à nous, mais c'est plutôt des économies de fonctionnement que des économies sur la structure elle-même, en particulier sur le nombre de fonctionnaires. Juste, ça c'est pour 2017, on voit qu'a priori... Ça devrait tenir sur 2017. On pourrait trouver 4 à 5 milliards d'économies. En revanche, le vrai sujet, c'est 2018. Là, pour arriver à être dans les clous pour Bruxelles, c'est-à-dire 3% du PIB, il va falloir faire 3 fois plus d'économies. Et ça... je dirais, quelle est la vision du MoDem pour ces économies-là? L'exercice va être le même. Alors j'ajoute, dans les mesures de 2017, c'est qu'on ne touche ni aux collectivités locales, ni à la sécurité sociale, puisqu'on touche au fonctionnement des ministères. Sur 2018... En revanche, il y a quand même la pause dans les grands projets. Il y a des chantiers qui vont être suspendus. Est-ce que ça, c'est pas négatif pour la croissance que cherche le gouvernement? On peut à la fois dire qu'il faut tenir budgétairement les choses, et on a des contraintes budgétaires qui ne sont pas les contraintes de Bruxelles, qui sont les contraintes qu'un pays qui veut retrouver sa place sur le rang international doit avoir. Et en même temps, dire qu'il faut dépenser plus. Donc l'idée de prendre le temps et d'assumer une chronologie dans les chantiers, ça ne me paraît pas inconcevable. Alors pour l'année 2018, on va travailler cet été et à l'automne pour construire le budget, et on verra, au-delà des mesures pas conjoncturelles, mais un peu structurelles pour 2017, les mesures complémentaires qu'il faudra prendre pour faire en sorte qu'on tienne le budget. Juste une question, il y a un sujet dont on parle quasiment plus, c'est le prélèvement forfaitaire unique qui était dans le programme du candidat Macron, a priori à 30%. C'était une des mesures phares. Là, on n'en parle plus du tout. On va en capital. Oui, on va revoir avec le Premier ministre quelles sont les mesures, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il va regarder sur l'exercice 2018. On en reparlera avec lui. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'éléments précis. C'est Marc Fesneau, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, le nouveau président et député du Loir-et-Cher, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Marc Fesneau, dans ce contexte que vous venez de décrire, le MoDem... comment il va peser, comment il va exister, comment le MoDem se distingue dans tout ce train de réforme? La question, c'est pas de se distinguer pour se distinguer. C'est problématique pour vous, parce qu'il y a un groupe parlementaire, mais vous nous avez, République En Marche, qui... Hier, on s'est fait entendre sur la loi travail pour donner un certain nombre d'éléments. Mais quand on est d'accord, quand on est sur le projet de réforme et les engagements qui ont été ceux du président de la République quand il était candidat et de nous quand nous étions candidats aux législatives, pourquoi... Oui, mais ça passe quoi? Par un travail parlementaire? Ça passe par un travail tout simplement aussi simple que celui que vous venez d'écrire. Vous pouvez nous donner un exemple? Vous parliez de la loi sur la réforme du Code du travail. C'est quoi, la différence ou la nuance MoDem? La nuance, en tout cas, on est sur les bases de ce qu'on voulait nous, c'est-à-dire un dialogue aussi large que possible entre les syndicats et le ministère du Travail et le gouvernement. Et donc nous, tout le travail qu'on a fait, c'est un travail pour essayer de convaincre qu'il ne fallait pas restreindre le champ de la réforme. Après, on a une vraie question sur le dialogue au sein des entreprises, et je pense que les éléments qui sont avancés, en particulier avec un certain nombre de syndicats, vont dans le bon sens. Nous, tout ce qui favorisera le dialogue entre le gouvernement et les syndicats va dans le bon sens pour nous. Vous avez le sentiment que le Premier ministre vous écoute? Oui, on a le sentiment absolument que vous écoute suffisamment. On avait alerté, comme nos collègues du groupe En Marche, d'ailleurs, je crois, sur l'affaire de la taxe d'habitation, en disant il faut donner des signes dès 2018. Donc c'est grâce à vous? Il ne faut jamais tirer parti ou gloire de quoi que ce soit. Je pense que c'est un travail qu'a fait le gouvernement et qui est un travail d'alerte aussi que nous devons faire au niveau du gouvernement pour dire attention sur un certain nombre de mesures à bien aller au bout de ce que nous avions promis. Marc Fesneau, quand même, sur la taxe d'habitation, les maires sont très inquiets. Est-ce qu'il est sain que la majorité des contribuables soient dispensés d'un impôt à vocation générale? Alors, ça pose une question. Reprenons les choses dans l'ordre. D'abord, la taxe d'habitation, déjà, un certain nombre de Français ne la payent pas, pour des raisons d'ailleurs de revenus. Deuxièmement, et ça pose un problème plus général dont je dirai un mot après, deuxièmement, on voit bien que la répartition et le calcul de la taxe d'habitation, il est très inégal sur les territoires français, puisque vous payez beaucoup moins quand vous êtes un contribuable taxe d'habitation à Paris que quand vous êtes dans une ville moyenne. Est-ce qu'il ne faut pas avoir le cran de voir les valeurs locatives? Et donc la question centrale, à mon avis, au bout de ça, de cette réforme de la taxe d'habitation, c'est la question des finances des collectivités locales, y compris d'une réforme fiscale. Alors, ça fait 40 ans qu'on n'a pas revu, 45 ans qu'on n'a pas revu les valeurs locatives. Manifestement, pour y avoir un peu travaillé, quand je siégeais à l'Association des maires de France et des communautés de France, il y a un vrai sujet, c'est que la complexité du système fait que la réforme de ce système est absolument compliquée. Mais nous porterons l'idée qu'il faut une grande réforme fiscale, sans doute des territoires, parce qu'il y a eu la réforme de la taxe professionnelle, il y a désormais la suppression à terme de la taxe d'habitation, et donc ça pose la question des finances des collectivités, avec un débat assez éternel qui est autonomie fiscale ou autonomie financière. Donc le MoDem peut être fer de lance sur cette question. On peut être force de proposition et faire de lance sur les propositions. La mesure taxe d'habitation, pour nous, va dans le bon sens
en termes de pouvoir d'achat rendu, y compris aux plus modestes. Oui, mais qui va payer du coup le manque à gagner de la taxe d'habitation? Le gouvernement dit que c'est lui, mais les maires n'y croient pas. On a un exercice budgétaire important en 2018, c'est pris en charge par le budget de l'État, puisque c'est une réforme qui doit être à l'euro. Pour 1 euro d'exonération, ça sera compensé pour 1 euro pour les collectivités. Je dis d'ailleurs de ce point de vue-là que ça a déjà été fait, puisque sur la taxe d'habitation, nous sommes aussi compensés à l'euro. Et donc, mais en même temps, il faudra aller plus loin, me semble-t-il, sur une vraie architecture de fiscalité pour les collectivités locales, parce qu'on est au bout du système. On voit bien que les 4 taxes, les 4 vieilles, comme on dit, comme elles s'appellent, elles sont au bout de leurs produits. Et donc il faut trouver un impôt qui soit juste, et la taxe d'habitation n'était plus juste. Et en même temps, trouver un impôt qui soit dynamique. Je reviens d'un mot sur la réforme du Code du travail. Vous félicitez du dialogue entre les syndicats et le gouvernement, mais la méthode des ordonnances, quand même, est-ce que ça, c'est un bon signal, quand on est modem, centriste, du dialogue politique, alors cette fois avec les parlementaires et notamment pour l'instant les députés? Un mot quand même historique sur les ordonnances. Il y a des grandes réformes qui ont été faites par ordonnance, y compris la création de la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises, et y compris des réformes de droit du travail. Donc, en soi, c'est pas parce que c'est une ordonnance que c'est une mauvaise mesure. Deuxièmement, dès lors qu'on peut ouvrir le champ du dialogue et du débat le plus largement possible, et que nous participons, avec les organisations syndicales, patronales et salariées, qui sont au cœur du dispositif, que nous participons au dialogue et que nous participons à ce qui nous semble devoir être modifié dans la loi, moi, ça ne me gêne pas. On a besoin d'aller vite. Pas tellement dans la philosophie centriste, quand même. Non, mais c'est bien qu'on ait des débats parlementaires. Simplement, il y a un moment où il faut aller vite. Et sur cette affaire des ordonnances, il faut aller vite. D'ailleurs, personne n'est pris en défaut, puisque nous avons été élus aussi avec l'idée qu'il y aurait des ordonnances à l'été. Il y a des ordonnances à l'été, personne ne peut être surpris, en tout cas, ni du calendrier, ni de la méthode, puisqu'elle était sur la table. Après, il y a d'autres textes de loi qui méritent sans doute qu'on prenne le temps du débat parlementaire. Il y a eu quand même un débat hier parlementaire pour ouvrir le champ de ce qui nous paraissait les choses. Il y a d'autres lois qui vont arriver, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'apprentissage. Enfin, on a un certain nombre de sujets où là, nous aurons des débats plus profonds sur l'architecture générale. Alors, Marc Fesneau, après un amendement au Sénat, la loi de moralisation de la vie publique change de nom pour la 3e fois. Elle redevient la loi pour la confiance en l'action publique. Quand même, cette versatilité, est-ce que ça ne traduit pas l'embarras des parlementaires et du gouvernement, de la garde des Sceaux, à propos d'un texte qui peut quand même se retourner contre les élus, et notamment qui s'est retourné contre François Bayrou? Non, il ne se retourne pas contre les élus. Je pense que tout l'enjeu, c'est de retrouver les voies de la confiance avec les citoyens. Sans aller dans la démagogie. Est-ce qu'il ne faut pas appeler un chat, franchement? Oui, mais enfin, la question de la confiance dans l'action publique, c'est pas que la question de la moralisation. La morale est une chose, la loi en est une autre. Et donc, il faut simplement que dans cette loi, on puisse poser les termes d'un fonctionnement démocratique qui soit plus satisfaisant. Et donc, alors après, les changements de terminologie, c'est toujours... L'abandon, par exemple, de la réserve parlementaire. Oui. Est-ce que vous êtes parlementaire? Oui. C'était franchement une mauvaise idée d'utiliser cette réserve. Sur le fond, il y a des associations qui vont souffrir. Oui, sur le fond, on pouvait y voir un intérêt. Mais en même temps, quand on connaît la façon... mais de façon tout à fait légale dont ça se fait, il y avait quelque chose de l'ordre d'une enveloppe qu'on donnait, qu'on distribuait au gré de ceux à qui il fallait faire plaisir et des accointances du moment. Alors après qu'on arrive à trouver un système qui soit un fonds national et qui permette d'aider ou des associations ou des collectivités dans leurs actions, ça me paraît... Parce que là, on arrivait un peu comme parlementaire, chacun avec notre petite enveloppe sur le dos, si je peux dire, et à distribuer comme si c'était d'abord notre enveloppe, alors que ça n'est pas notre enveloppe, c'est une enveloppe du ministère de l'Intérieur. Quelque part ? Non, c'était pas des achats de voix, mais il y avait quelque chose de la discrétion qui était donnée des parlementaires qui me gênait. Donc la suppression de la réserve parlementaire ne me gêne pas, dès lors que le fonds qui était dévolu à ça est bien gelé pour aller de nouveau vers les collectivités, vers les associations. Qu'on ait un certain nombre de critères de niveau national pour distribuer, entre guillemets, cette réserve parlementaire me paraît pas une bonne idée. Et puis je crois que dans la symbolique, il y avait quelque chose. Alors on est aussi dans les symboles. Il y avait quelque chose dans la symbolique qui ne fonctionnait plus. C'était le sentiment que les parlementaires s'arrogeaient un droit d'aider ou de ne pas aider. Et je pense que c'est une réforme qui est importante. À propos de symboles, la conférence des territoires ici au Sénat le 17 juillet, au fond, ça va servir à quoi? C'est un symbole, c'est de l'affichage, mais il y a quoi derrière? C'est une première étape pour qu'on... Vous êtes un proche de Jacqueline Gourault? Oui, tout à fait proche de Jacqueline Gourault. L'idée de ces assises de territoire, c'est de marquer l'entrée en matière d'une discussion globale sur les années qui viennent. J'ai parlé des affaires de fiscalité avec les collectivités. Il y a la réforme de la taxe d'habitation. Il y a qu'est-ce qu'on fait de la réforme territoriale, quels sont les ajustements. Le président de la République et le Premier ministre, plus encore le Premier ministre, ont indiqué qu'ils souhaitaient aller plus loin dans des expérimentations locales. Il faut qu'on assoie cette réforme
la loi NOTRe, elle n'est pas encore absorbée. Donc l'idée n'est pas de refaire une grande réforme des collectivités, mais les assises des territoires, c'est un élément important. Par exemple, la fusion de départements, la fusion des métropoles, vous n'êtes pas contre ? Je ne suis pas contre, dès lors que c'est sur la base volontaire et que ça part du terrain. Ce qu'il faut, c'est dans un État qui est à la fois, qui s'est un peu décentralisé, mais qui est très jacobin, il faut qu'on se donne l'habitude d'avoir des expérimentations locales et une capacité locale à faire en dehors de l'État. Marc Fesneau, sur le plan purement politique, vous êtes un proche de François Bayrou, comment va-t-il ? Écoutez, il va bien, il est occupé à Pau, comme vous le savez, il s'occupe évidemment aussi des affaires nationales. Nous voyons, il vous téléphone beaucoup ? Il me téléphone à peu près tous les jours, donc on est en contact très régulier. Il commente la vie politique Il ne commente pas, il regarde, et quand il aura des choses à dire sur les sujets, il le dira, mais c'est un acteur politique de premier plan qui a joué un grand rôle dans l'élection d'Emmanuel Macron, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Pour vous, il fallait qu'il quitte le gouvernement, là, quand on parle de moralisation, justement. Moi, je pense que la pression était telle qu'il est obligé de prendre cette décision, mais il fallait qu'il quitte, pas forcément, mais on était sur un moment médiatique tellement éruptif que c'était compliqué pour lui, y compris de porter la loi de moralisation. Mais il y a quelque chose d'injuste dans cette affaire-là, et on laissera faire la justice ensuite. Mais il y avait quelque chose d'injuste, c'est pas forcément un moment facile pour lui, évidemment, et c'est pas un moment facile pour nous, parce que nous sommes en solidarité avec lui. Mais François Bayrou, il a une parole politique. Quand il aura des choses à dire et quand il voudra dire des choses, il le dira. Marc Fesneau, un mot sur vous. Vous êtes donc le nouveau président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Vous avez fait un parcours assez classique. Vous venez de la politique. Vous côtoyez beaucoup de députés qui viennent de la société civile, eux. Dans votre cas, est-ce que c'est vraiment le renouvellement qui est en marche ? Bon, il faut de tout pour faire un monde, si je peux dire. Moi, j'ai une expérience professionnelle quand j'étais un peu plus jeune. Dans les collectivités et dans une chambre d'agriculture. Après, j'ai un parcours politique qui a suivi la voie, effectivement, avec Jacqueline Gouraud, puisque j'ai beaucoup travaillé avec elle. Il faut tout. Moi, je ne pense pas qu'il y ait... Je veux dire, vous vous sentez à l'aise au milieu de tous ces députés qui viennent de la société civile ? Ils ne vous considèrent pas comme un apparatchik ? J'ai pas qu'ils aient le regard sur moi comme d'un apparatchik. Et puis de toute façon, eux-mêmes, maintenant, sont dans la situation de personnes qui ne sont plus dans la société civile. Parce que c'est un statut précaire, la société civile, et le statut d'élu aussi est un statut... L'élu national est un statut précaire. Ce qu'il faut regarder quand même sur ces affaires-là, d'ailleurs, je le dis, y compris sur les affaires de moralisation, c'est le statut de l'élu. Parce que si on veut que la fluidité s'exerce, et moi je suis très favorable à ça, entre un engagement politique, un engagement public, et après le retour, si je peux dire, à une activité professionnelle, pas à la vie normale, parce qu'on peut être parlementaire et avoir une vie normale. Il faut qu'on regarde aussi cette affaire de statut de l'élu pour que les points de jonction et les ponts puissent se faire plus facilement. Donc une remise à plat de ce statut. Il me semble que l'affaire du statut n'est pas... Vous la demandez, vous l'appelez de vos voeux. Comme un avantage, mais le statut est entendu comme la capacité à aller et venir dans le monde politique. Voilà, donc Marc Fesneau qui demande ce matin dans Territoire d'Info une remise à plat de ce statut de l'élu, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été notre invité. On passe au débrief de vos propos dans un instant, Marc Fesneau. Voilà, Marc Fesneau, le président du groupe MoDem, quitte ce plateau et font leurs entrées Denis Jambard, l'éditorialiste de Sud Radio et de Nice Matin, qui était déjà présent dans cette première partie de cette matinale d'info, et Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Alors, l'État va se serrer la ceinture, c'est le Parisien qui l'annonce en une ce matin, avec cette interview de Gérald Darmanin. Ça y est, on a trouvé comment faire des économies. Trop fort, comme dirait l'autre, Denis Jambard. Ah, très fort, oui. 4,5 milliards comme ça en quelques jours, très fort. Non, mais je reprends ce que j'ai dit il y a une demi-heure. C'est-à-dire qu'on est frappé par la facilité avec laquelle on a trouvé cet argent. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Alors on me dirait que ce n'était pas le même gouvernement, mais on trouve 800 millions à la Défense, 800 millions à Bercy, 50 millions à la Culture, des ministères qui crient toujours misère, d'ailleurs, qui n'en ont jamais assez. Et là, tout d'un coup, coup de rabot, sans que personne ne souffre. Alors c'est peut-être le miracle d'Emmanuel Macron. Non, mais plus sérieusement, on se dit, mais est-ce qu'on ne se moque pas un peu de nous dans la fabrication du budget de la France ? Alors Marc Fesneau, il ne pense pas ça, lui, le président du MoDem. Il pense qu'on est dans un exercice absolument normal, que le Premier ministre, au fond... Vous savez, là, on est en plein Tour de France, on est arrivé aux étapes de montagne, il a changé de braquet. La semaine dernière, ils ont dit ce qu'ils voulaient faire, et ils ont eu le retour des commentaires. Et là, le retour des commentaires n'était pas bon du tout, notamment dans les milieux d'affaires, dans les milieux économiques. Il y a eu... En plus, alors que les Français ne savent même pas ce que c'est, mais les rencontres d'Aix-en-Provence, où là, il y a eu un buzz très négatif. Chefs d'entreprise, ministres, dirigeants qui se sont retrouvés un week-end pour parler économie. Mais Emmanuel Macron, finalement, c'est comme Hollande. C'est-à-dire qu'il ne tient pas ses promesses. Donc, marche arrière. Et ils ont cherché, ils ont trouvé quelques milliards. Alors,
ils font exactement le contraire. Ils vont faire le contraire de ce qu'ils avaient dit. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas de coup de rabot. Non, ils rabotent. Mais là, ils vont raboter quand même. Même les ministères régaliens comme la défense, la justice, la défense, la police, l'intérieur, eh bien, vont avoir des économies à réaliser. 200 millions. Alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas, ça. Donc, ils ont changé de pied. Matignon, 60 millions. Et il y a une deuxième chose aussi sur laquelle ils ont changé de pied. Les impôts. Non, les impôts, bien sûr. Les impôts, bien sûr. Mais le nucléaire. Il nous présente un plan climat, Nicolas Hulot, la semaine dernière, où il convoque le banc et l'arrière-banc. Il nous parle de tout sauf du nucléaire. Oubli énorme. Alors que c'est un engagement aussi. Donc, dès hier matin, on change le braquet. Et puis, eh bien, on annonce la fermeture de jusqu'à 17 réacteurs. Oui. Ce qui montre que, eh bien, pendant le week-end, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, sur la taxe d'habitation, donc le président du groupe Modem à l'Assemblée, Marc Fesneau, qui était notre invité, a dit que c'est eux, en partie le Modem, qui avaient alerté le Premier ministre sur cette affaire. Et ça, c'est les mauvaises remontées du terrain. C'est alors dans les milieux économiques, mais aussi dans les partis politiques. Dans les partis politiques. C'était quand même un désengagement fort, très fort d'Emmanuel Macron. Il avait dit CSG, on déplace on augmente la CSG. Mais c'est à coût nul et même un avantage pour les revenus les plus faibles, puisqu'on supprime la taxe d'habitation. Le Premier ministre, dont je ne doute pas un instant que son discours de politique générale ait été relu par le chef de l'État. On nous l'a dit, redit, pour que les deux discours, Congrès, Assemblée, soient harmonisés. Le Premier ministre, dans son discours, c'était un peu flou, mais enfin, on a quand même tous compris que tout ça, la taxe d'habitation et l'ISF, c'était reporté. Naturellement, retour du terrain, comme François Hollande, il ne tient pas ses promesses. Et là, il faut mettre au bénéfice d'Emmanuel Macron que ça ne prend pas 3 jours. Il n'y a pas d'hésitation hollandaise. On change d'avis dans le week-end. Et on assume le couac très vite pour pouvoir remettre le couvercle dessus. Yves Tréhard, comment dans ce contexte, le Modem, dont La République En Marche n'a pas de besoin, peut exister pour influencer, peser. On recevait donc le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez les choses? Vous connaissiez M. Bayrou. Je pense qu'il l'a reçu souvent dans cette matière. François Bayrou il a été souvent notre invité. Sait se faire entendre, même quand il a traversé le désert. Et Dieu sait s'il l'a traversé longtemps. Même quand il n'a rien à dire, il se fait entendre. Voilà, non, vous inquiétez pas, le Modem va pouvoir exister. On va voir. Ce qui va être intéressant, c'est le Modem, c'est le groupe des constructifs, c'est tous ces députés. Et c'est quoi? Ils vont exister en faisant de quoi? Du travail législatif? Ils vont exister en travaillant les textes. Il y a quand même un chantier vaste dans ce pays. Le président de la République a décidé de procéder à beaucoup de changements. Il va y avoir ici ou là, probablement un jeu à jouer de la part du Modem, de la part des constructifs, qui vont être à la fois force d'appoint, lanceurs d'alerte. Enfin, s'ils sont intelligents, ils le sont, ils trouveront leur raison d'être. C'est évident. On a déjà fonctionné avec des assemblées nationales où il y avait plusieurs groupes dans la majorité. Souvenez-vous, RPR, UDF, quand Chirac était au pouvoir, ou Balladur, au Premier ministre. Ça se termine pas toujours très bien. Ça se termine pas toujours très bien, on va voir. C'est souvent difficile, c'est vrai. Denis Jeanbart, donc Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, veut revenir sur le statut de l'élu. Vous avez entendu, à la fin d'interview, il a dit ça. Pourquoi? C'est toujours cette volonté de rapprocher les élus du peuple, j'allais dire, des électeurs, des Français? Non, mais ça va et ça vient. Ce statut d'élu, il n'existe pas. On en parle. Donc c'est une bonne idée de vouloir le demander et travailler dessus. Non, mais je pense qu'en effet, mais il faudrait un statut de l'élu. Mais lequel d'abord? Il s'agit de le préciser. Et surtout, je veux dire, c'est un serpent de mer. Mais le Modem peut amener sa contribution. Je ne comprends pas d'ailleurs, comme si on n'avait pas le courage de l'assumer après publiquement par une réforme. Là, c'est demandé par le Modem. Je vais vous dire, statut de l'élu, ça veut dire aussi des moyens pour les élus. Alors je sais que c'est pas populaire de dire ça. Il y a une forme de... On est à la suppression de la réserve parlementaire. Ce ne sont pas des métiers, ce sont des missions. Donc il faut en assumer la précarité. Mais regardez ce que gagne aujourd'hui avec l'impossibilité du cumul des mandats un maire d'une ville moyenne de 10 000 habitants qui sans doute est un budget de 4 milliards à peu près, de 40 millions d'euros, ce qui est quand même considérable. C'est une PME, c'est une grosse PME. Combien il gagne, la rémunération, elle est très faible.
très faible. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas en tête. Mais c'est peut-être autour de 2-3 000 euros. 3 000 euros. Voilà. Alors, le statut de l'élu, il ne s'entend. Il faut le statut de l'élu, c'est un véritable serpent de mer. C'est bizarre que le statut de l'élu, d'ailleurs, ne figure pas dans la loi, alors je ne sais plus comment il faut l'appeler, de moralisation de la vie politique. Mais le statut de l'élu se comprend avec la précarisation de la vie électorale. Et le non-cumul. Et bah oui, mais de la précarisation, donc. C'est-à-dire non-cumul dans le temps, non-cumul dans les fonctions. Et à ce moment-là, ce que veulent beaucoup d'élus, c'est d'envisager l'après. C'est-à-dire que quand ils ne sont plus élus, comment ils font pour retourner dans la vie active, quels droits ils peuvent avoir pour accéder au chômage. C'est autant de choses qu'il faut effectivement sur lesquelles moi je trouve que c'est des revendications légitimes. Il faut les faire revenir dans le droit commun, je pense, pour beaucoup de choses, comme la retraite, des choses comme ça, mais il faut aussi prévoir leur retour, puisqu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont revenir jeunes dans la vie civile, eh bien, peut-être prévoir ce que sera cette vie civile, parce que sinon, vous freinez, je dirais, les vocations. Les gens vont plus vouloir y aller. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Sud Radio. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. On fait pas l'autopsie avant d'avoir le cadavre, quoi. Donc on va attendre le cadavre, ça veut dire le texte des ordonnances, et on verra à ce moment-là, en fonction du contenu, comment on se positionnera. Il n'y a pas que FO, on voit aussi malheureusement du côté de la CGT quelques hésitations et quelques tergiversations, et nous on pense que c'est dès maintenant qu'il faut préparer la bataille sociale. Au mois d'août, le gouvernement va écrire 147 pages, c'est les fameuses ordonnances, et derrière... Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous avec les syndicats. C'est-à-dire qu'on va nous mettre sous le nez, c'est le cas de le dire, un texte sur lequel on n'aura plus notre mot à dire. J'ai lu une interview du ministre du Budget dans un journal dimanche matin. Je lis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dimanche soir de nouveaux arbitrages du président de la République. C'est le zigzag fiscal permanent. Est-ce que vous nous dites ce matin que sur la taxe d'habitation, les bonnes nouvelles, ce sera pour l'an prochain? Je vous dis que les bonnes nouvelles, ce sera au plus vite, évidemment. Nous sommes en permanence face à un gouvernement qui avance masqué, caché, qui ne déclare jamais complètement ses intentions, que nous découvrons au fur et à mesure. Moi, j'ai surtout l'information pour la taxe d'habitation. Vous nous confirmez que la taxe d'habitation verra sa réforme engagée dès le début de l'année prochaine. Retour en arrière, le président tranche. La suppression de la taxe d'habitation sera bien engagée dès 2018. Il y a un peu d'effet panique là-dedans du gouvernement. Il y a une contradiction flagrante entre la semaine dernière et ce qui nous est dit cette semaine. On va attendre les textes. La suppression de la taxe d'habitation va avant tout pénaliser les communes les moins riches. C'est ça qui va se poser au niveau aujourd'hui de leur budget. Édouard Fiscal nous avait annoncé la mort des communes. Nous sommes en train de la vivre. La suppression de la taxe d'habitation amènera à la mort des communes. Jusque-là, nous sommes dans cette logique et cet objectif de baisse des impôts. Il y aura ensuite un certain nombre de mesures. Je nous invite à ne pas nous emballer. Je ne vois pas, moi, comment aujourd'hui, dans l'état des comptes de la nation, ils pourraient trouver les réserves permettant de faire ce qu'ils veulent faire. Il y a une autre réforme, celle sur l'ISF. Oui. Pardon de dire que là, je ne suis pas du tout d'accord. L'ISF ne concernera désormais plus que les biens immobiliers, pour ne plus taxer le patrimoine financier à destination des entreprises. C'est l'exonération des plus gros patrimoines français, qui sont des patrimoines financiers. Je ne suis pas d'accord avec cette réforme. Baisser une partie de l'ISF, donc un cadeau pour les plus riches, mais augmenter la CSG pour nos anciens, notamment les gens qui ont une pension au-dessus de 1 200 € par mois, qui franchement, c'est pas Byzance, pardon de l'expression, avoir eux, ils vont payer plus, mais c'est honteux. À partir du moment où déjà on a confirmé qu'effectivement la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur. Nous, on est pour l'arrêt du nucléaire, même d'aller beaucoup plus vite que ce qui dit lui aujourd'hui, d'arrêter l'EPR. Donc laissez-moi planifier les choses. Oh, ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs. Il faut qu'on regarde. Voilà, fin de cette matinale d'info. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale de Territoire d'info. Bonne journée à tous.